C'est comme un immense stroboscope qui me brûle les yeux. Mes chers amis et compatriotes, je suis Nicolas, fondateur de l'association et organisme Zézuitisme. À ne pas confondre avec zététisme, bien que la signification du mot comporte un lien en commun, ce sont deux idéologies différentes. Mes chers amis, cette réalité est un défilement d'émotions, ou une projection d'images qui se succèdent, afin de former une histoire, un récit, une narration, qui apporte une moralité évidente et qui sont conclues par la fin d'un voyage imaginaire. Pendant longtemps, beaucoup pensaient que l'ouverture de l'œil spirituel se définissait par la perception de ce qu'on appelle l'au-delà, le monde psychique ou tout simplement spirituel, et qu'en atteignant cette capacité de perception, nous pourrions percevoir les secrets de la vie, et voir bien plus encore, allant jusqu'à endurer des expériences, pour ma part que je considère de fantasmagoriques. Chers amis, ce qu'il faut savoir, c'est que le troisième œil n'existe pas. Toutes ces représentations et symboles ne sont que l'illusion ou encore une mauvaise interprétation de l'âge contemporain, voire le fantasme de ceux qui s'égarent dans la sottise et qui se nourrissent de poèmes néfastes, avides de passion et à la recherche de sensations affectives. Mais en réalité, l'esprit a toujours été au cœur de la science philosophique, une idée de pensée ou d'endoctrinement auquel, à travers les générations, on a tenté d'innombrables expériences pour chercher à le comprendre, à comprendre son fonctionnement jusqu'à le contrôler. Voyez-vous les amis, cette faculté que nous avons en nous est un don, une capacité qui nous permet d'imaginer et de représenter des situations pouvant s'étendre au-delà des limites de ce que nous avons contemplé tout au long de notre vie. Cette faculté d'esprit, donc de l'esprit, nous plonge dans notre matrix, donc dans notre imaginaire. On peut se créer une seconde vie, un monde ou un univers virtuel dans lequel on peut y introduire des personnages fictifs ou réels, mais aussi des chimères et autres créatures surnaturelles imaginées ou inspirées, volontairement ou involontairement, puissant faire une histoire dont la fin de ce voyage aura comme conclusion d'apporter un sens moral, car tout part d'une idée, d'un sentiment ou d'une émotion ressentie, et dans un laps de secondes, l'explosion d'images qui défilent et défilent, formant un récit dont nous avons la maîtrise des événements, nous sommes maîtres du temps, nous le produisons justement par ce défilé d'images. Nous donnons vie à notre imagination, la bonté, le jugement est à notre disposition. Nous y donnons de la valeur morale, puis s'en suivra l'amour. Et pourquoi pas, une réponse. Les anciennes civilisations ont adopté l'idée que nous pouvions nous définir comme divinité, nous-mêmes, et que l'esprit était aussi vaste que l'espace, et que toutes nos matrix, créées à partir de l'imaginaire, étaient toutes reliées dans ce qu'on appelle monde parallèle, faite à partir de particules, de l'antimatière. C'est cette pensée même qui influencera l'humanité à abandonner le Créateur, alors que la vie même, c'est-à-dire l'essence qui nous alimente, ce flux énergétique qui permet aux cellules de continuer leur fonction, cette même énergie qui sera transmise de la mère à l'embryon pour se développer et pouvoir vivre, ce même flux d'énergie qu'on retrouve un peu partout dans l'univers et même au-delà, l'expansion de l'univers s'y dirige aussi, il agit sur la matière à l'aide d'un champ énergétique ou magnétique. Nous sommes en réalité en fait dans son imagination, donc dans une réalité imaginée. Et imaginée pour un but à caractère émotif. Donc c'est un être qui a toujours été présent et qui a éveillé, si vous voulez, ses connaissances, donc sa conscience, en créant le vide, puis d'une idée, la matière, en l'imaginant seulement. Et par la pensée, ce fut. Alors là où notre réalité nous permet de créer un monde dans notre imagination, pour lui, nous faisons partie entièrement de son imagination. La matrice que nous produisons est un dérivé de l'original, à source d'inspiration. Les amis, prenons en compte que l'esprit influence la matière. Lorsque vous vous constituez dans le ventre de votre mère, vous prenez vie dès la constitution, en fait, si vous voulez, de vos organes vitaux achevés. Le cerveau vous transmet quelques informations sur
peut-être pourquoi pas les sons perçus tout autour, et peut-être d'autres informations encore, hein. De toute façon on traitera ça dans un autre sujet. Enfin, seulement vous prendrez conscience qu'après avoir perçu le jour. Donc dès que vous ouvrez les yeux, c'est là que votre cerveau va faire tout un travail en fait pour vous adapter à cette nouvelle réalité que vous venez de découvrir. En plus des développements de vos sens, c'est d'ailleurs l'un des premiers traumatismes chez les nouveau-nés. C'est pour ça qu'ils pleurent le plus souvent. Hein. C'est dû au sens qui se développe, vous voyez. Donc voilà. Et à partir de ces expériences nouvelles, vous développerez des émotions, puis des sentiments. Alors là où je veux en venir, les amis, c'est que tout comme le bébé prend conscience en ouvrant les yeux, de même que l'espace s'est créé à partir de la prise de conscience de cet esprit créatrice, et d'une émotion engendrant une autre, et ainsi de suite, puis l'idée, la volonté, et pour finir, l'action. Ce qui nous paraît infini a en réalité des limites. La conception de l'univers doit être perçue comme le mécanisme d'une horloge ou d'une minuterie complexe et qui émane de l'ordre d'un génie par nature. Tout se définit par cette même perception idéologique qui est l'expansion, le développement, la prospérité, le rayonnement, la transmission d'un savoir, d'une connaissance de ce qu'est la vie. Même les émotions s'étendent dans le néant, le vide. Voyez-le comme l'expansion de la matière, mais à une différence, c'est-à-dire si on, par rapport au créateur et, si vous voulez, aux créatures, hein, il y a, disons qu'on éprouve des sentiments différemment, puisque comme le concept de l'expansion de la matière, on peut aussi bien imaginer la roue des émotions et ses différentes voies émotionnelles. Donc les voies émotionnelles primitives, hein, bien évidemment, qui sont en nombre de 4, puis les assembler dans un point minutieux. L'émotion, donc voilà, ce sera vraiment l'émotion dans sa forme parfaite, et d'un instant à un autre, un déchaînement de cette émotion, puis l'éclat, et pour finir, l'expansion. Car, comme je vous disais, cet être éprouve en fait des sentiments différemment. La terreur, on peut aussi l'interpréter, puisque pour moi, je dirais qu'il exprime de la terreur, c'est sûr. On peut aussi bien interpréter ça comme le fracas. La joie pourrait faire allusion à l'éclat de sa création, toutes ces belles étoiles, lumière qu'on trouve dans l'univers et tout, et puis ainsi de suite. Hein. Telle une toupie, après avoir tourné pendant un moment, accélère sa vitesse de rotation avant de s'écrouler d'elle-même. De même, le temps s'accélère pour se précipiter vers sa fin, son écroulement. Donc la Terre, l'univers, son expansion sert seulement de temps, ou plutôt ils définissent le temps, si vous voulez. Regardez, mes chers amis, comme le temps nous est compté. Nous pouvons, d'un regard éloigné, percevoir la vie dans l'univers aussi, ainsi que sa constitution, si vous voulez. Donc ça m'a l'air d'être une horloge avec dans le système solaire une prophétie d'une fin désastreuse de notre environnement et un enfer de quoi il demeurait toutes les générations et civilisations d'hommes. Je fais bien sûr allusion à Jupiter et à l'astre qui est censé lui alimenter, ou plutôt dirais-je lui procurer assez de CO2 et autres éléments afin de générer une chaleur encore bien plus élevée. Et ensuite de finir par dévorer le reste des astres et les brûler indéfiniment. C'est vrai que dit comme ça, vous pourriez penser, qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter là? C'est vrai, faut le comprendre, et c'est pourquoi j'en parlerai prochainement. N'en doutez pas, surtout pas. Donc je vous laisse imaginer le scénario apocalyptique, lorsque Jupiter et Vénus vont entrer en collision, et le cataclysme que ça va causer dans le monde. Mais bon, à quand cet événement? Dans plusieurs millions d'années, voire milliards? À moins que l'énergie ou l'essence que je considère de divinité créatrice influence par une force gravitationnelle Jupiter à se mettre en action. Qui sait? Parce que
il faut le savoir, les amis. C'est vraiment quelque chose qui va arriver, tout ça. Mais bien évidemment, ça ne va pas arriver, ça va pas se passer dans nos jours, quoi. Dans plusieurs milliers, voire millions d'années. En tout cas, c'est ce que pensent les scientifiques, hein. Ils prédisent déjà que, oui, Jupiter entrera en collision avec tous les astres de notre système solaire. Vous voyez. Donc, ça peut faire allusion à l'enfer. En tout cas, pour moi, c'est un enfer dans notre système solaire et quoi qu'il a été dit, quoi qu'il a été rapporté sur justement sur cet enfer, vous voyez, dans les textes religieux de la branche abrahamique, j'y crois à 100% et pour moi, c'est bien l'enfer. En vérité, mes chers amis, nous avons en chacun de nous une part de vérité. Rien ne peut prédire que nous vivons jusqu'à fêter notre 120e anniversaire, n'est-ce pas? À vous d'en juger. Donc la vie est une chance. Voir nos enfants naître, grandir, construire leur famille, la fonder et s'éloigner au fur et à mesure vers la vie qui leur est tracée, partager leur amour, leurs souhaits. Et souvent, on réprimande aussi sans cesse les dangers qu'on peut rencontrer dans notre société, les multiples dérives qui peuvent amener à la chute après un parcours modèle. Donc la vigilance maintient la survie et elle permet d'anticiper chaque action. Nous devons cesser la violence et privilégier la paix. La guerre n'engendre que de douleur. Ceux qui en subissent les conséquences sont généralement les civils, les innocents, qui cherchent eux aussi justement à assurer la protection de leur famille, tout comme vous le faites vous. Transmettre l'amour pour la vie, du moins une part de son propre héritage, quoi, à sa perception de la vie, voilà, et tout ce qui s'ensuit. Les enfants sont tels des fleurs qui fleurissent près d'un ruisseau et qui sont exposés aux rayons, justement aux rayons lumineux du soleil. Ce rayon procure amour et rassurance, mais qui se fanent lorsqu'on leur prive justement de ces rayons, donc de cet amour, et qu'on les arrache justement de la zone ruisselée. Donc, chers amis, comme je vous le disais, méditez lorsque vous en avez l'occasion. Il est bien d'élever son degré d'expérience. Utilisez la méthode que j'ai conseillée pour une bonne réussite. Puis imaginez-vous, à partir de votre imagination, subir les situations désastreuses et sanglantes que subissent justement toutes ces pauvres âmes de chaque coin de la Terre, et qui sont forcées à vivre les pires atrocités avant de s'éteindre. Voyez-vous, mes chers amis, l'environnement est source de vie. Le maintien de notre existence est en partie dû à un processus de vie dans la nature où tous les organismes participent au fonctionnement environnemental. Tous obéissant à un ordre qui se définit par la prise de conscience de sa propre personne. Dès le moment où on ouvre l'œil, les questions se succèdent, puis les idées, et pour finir les choix suivis de réponses. La vie se conclut par une succession d'étapes qui part d'un bout pour se diriger vers ce bout, mais en prenant un chemin circulaire. Ce cercle forme une bulle avec à l'intérieur les données, les informations de notre parcours de vie, le tout formant une histoire ou un récit pour certains malheureux ou bien heureux, qui sait. C'est ainsi qu'est la vie. C'est pourquoi, mes amis, il est bien de prendre de temps à autre un temps pour vous, une petite intention pour vous-même, un moment de solitude afin de vous retrouver, ou pourquoi pas de vous remémorer quelques événements qui vous ont marqué l'esprit. Un bon moyen de faire travailler sa mémoire, si seulement vous saviez. Vous savez les amis, parfois il nous arrive de croiser une personne dans la rue et que par son apparence ou par ce qu'il dégage, cette personne inspire la bonté, la gentillesse, un certain charisme et parfois d'un petit échange, nous y découvrons de la générosité. C'est notre instinct ou le discernement. Plutôt je dirais que l'instinct précède le discernement, car l'instinct peut parfois nous jouer des tours, surtout si sur le moment on éprouve une émotion négative ou à controverse. Cela peut aussi effectivement influencer notre jugement. C'est pour ça qu'il est bien d'avoir un bon équilibre, d'être neutre, sans arrière-pensée. Mais pour cela, il faut avoir cette capacité à faire le vide dans la tête, de se mettre au point de mort, comme si vous étiez dans un coma permanent, tout en gardant les yeux ouverts,
Prenez ensuite conscience de l'épanouissement de notre univers. Ce nombre insoupçonnable de communautés, de corps célestes qui s'épanouissent dans les ténèbres. Et oui les amis, tout est en expansion. Je vois l'ensemble de l'univers tel un peuple, de corps célestes ou de cellules vivantes, avec une conscience qui ne se définit pas exactement comme ce que l'on voit chez les êtres créés de chair, bien sûr, mais qui pourraient, dans un langage différent, communiquer. Mais malheureusement, nous sommes beaucoup trop petits pour nous en apercevoir, de même que les créatures subatomiques nous pourraient se rendre compte à vue d'œil, évidemment, des divertissements dans notre planète. La magie de la vie, ou le chef-d'œuvre du Créateur. À vous d'en juger. Autant la divinité créatrice s'écrit par sa volonté un monde spacieux où elle y a introduit la matière. Pour créer quelque chose, il faut le penser. Comme c'est le cas pour tous, la volonté, l'esprit, la pensée avant l'action. Ce dont qui nous ouvre les portes de l'imagination nous a été légué. C'est la preuve qu'à partir de rien, on fabrique tout. L'imagination est un défilé d'images représentant des situations possibles, mais aussi impossibles. Par la volonté de l'esprit, on peut aussi donner vie aux objets, choses, et aussi les combiner. Nous vivons tous dans l'esprit d'un être suprême qui a façonné toutes choses par sa faculté, sa volonté d'imaginer, puis a donné vie aux images, et a orienté toutes choses vers son idéologie. Quand on se projette dans son imagination, il n'y a pas de frontières, pas de limites. Au-delà des images qui se défilent, il n'y a rien, le vide, la sombritude, ou dirais-je le néant. Cependant, nous en sommes l'acteur principal avec une vue dans tout l'ensemble. Nous avons le choix et la maîtrise des événements. Nous pouvons interagir dans une situation et y créer une solution. Alors si on compte le néant, tous ces fluides énergétiques qu'on retrouve dans toutes les galaxies, univers et autres, et qui sont reliés, en plus d'être intelligents, et qui étaient déjà là avant l'espace primitif, et qui est en plus responsable du Big Bang, on peut facilement conclure que c'est la présence d'un esprit pensif, qui maintient en vie toute existence, et que cet être ne pourrait être vu. Son imagination est notre réalité. Quand je dis ne pourrait être vu, je fais bien sûr allusion à son physique, tel qu'il est vraiment. Sa lumière est source de vie. C'est aussi l'interprétation que donne l'enseignement abrahamique. Nous sommes tous des sujets, enfermés dans un cocon, et où les lois ont été établies par une conscience qui est témoin de tous les faits et gestes. Par son imagination, sa pensée, nous sommes reliés les uns des autres. Par son imagination, on en déduit que le temps ne l'atteint pas, puisque celui-ci est créé par la pensée dû à un déroulement successif d'images. Une sorte de choc émotionnel dans le cerveau. L'amour se définit par une activité électrique et chimique qui va circuler tout au long du corps et provoquant un plaisir intense, parfois incontrôlé. Nous avons encore là cette énergie électrique et magnétique qui fait encore une fois source d'alimentation, comme si nous avions déjà les données, ou plutôt nous avions déjà été programmés pour ça, et que cette énergie électrique et magnétique est là pour l'activer, comme le rôle du courant électrique qu'on active par l'interrupteur et qui illumine l'ampoule. On peut aussi faire une interprétation de la lumière à la vie et de l'extinction de cette lumière justement qui devient la mort. Ce courant énergétique qui est l'essence même de la vie, c'est elle qui l'alimente. Mais elle est la volonté de celui qui appuie sur l'interrupteur et qui a en plus fabriqué ce circuit intégré. Vous entendez, chers amis, chers compagnons, c'est vraiment complexe. Donc la vie a été imaginée pour un but bien précis et qui a son intérêt. Pour alimenter un espace aussi large et plus encore, cet être doit être immense. L'absence de matière avant le commencement prouve qu'il n'est pas comme les créatures. Si tout part d'une imagination, donc qui émane de la spiritualité, nous devons alors comprendre que tout part d'une émotion, ou plusieurs émotions, construites par le mental d'un être supérieur et unique, et qui de cela a légué ses émotions aux créatures dotées d'intelligence. Et si les émotions sont la raison de notre création, elles sont aussi les principales raisons de notre objectif. Chaque vie a son importance, chaque vie est sacrée, chaque vie a quelque chose à accomplir. La nature aussi a en quelque sorte l'objectif de maintenir la vie. D'ailleurs, dans l'Antiquité, on représentait souvent la nature à la femme. C'était sûrement dû pour sa fertilité. La vie a un sens, mais malheureusement peu le reconnaissent. Les sentiments positifs s'épanouissent, mais peu les reçoivent. Plongés dans la sombritude, peine s'en sortent. Avitaillés d'espérance et aboutissant au dénouement, les voilà pleins d'arrogance, bruissant de consécration. Et pourtant il leur a fallu d'un désir éphémère pour se laisser absorber encore une fois dans les ténèbres, puis l'amertume. Les voici à juste droit, disgraciés. Ils seront malheureusement aspirés dans la fournaise et ils demeureront indéfiniment
sans recevoir de bourse. Alors mes chers amis, chaque acte a des conséquences, sachez-le. Vous devez prendre conscience que les décisions que vous prenez affectent votre vie et bien plus encore. Dès le moment où vous vous projetez dans votre pensée, due à une idée passagère ou autre, ou plus particulièrement due à une émotion, vous y créez une bulle, un cercle imaginaire, avec à l'intérieur des chiffres, des informations, une énergie, représentant votre état émotionnel ou données émotionnelles. Ça va par la suite affecter votre corps. D'ailleurs, le foie et la foi sont principalement les causes alarmantes. On peut, par l'augmentation de la masse du foie, la charge de données reçues, on peut identifier ou décoder par ce moyen le caractère d'une personne. C'est pourquoi, quand on éprouve de la colère, du stress, on ressent souvent des palpitations au ventre. Donc sachez avant tout que vous n'y échapperez pas. Vous vous rendrez compte. Peu importe si vous vous cachez ou non, vous vous rendrez compte. Tout est scellé. L'expression de votre visage, les lignes qui se dessinent, comme un écran de télé, reflètent ces données. Pensez-vous vraiment y échapper? Voyez-vous, mes chers compatriotes, nous sommes tous piégés dans une bulle, ainsi que tout ce qui s'y trouve. Tout prend un sens circulaire, et ça, même les objets les plus lointains s'éloignent tout en prenant ou en empruntant un chemin circulaire. La vie est un cercle de temps programmé jusqu'à un temps défini. Alors ne le perdez surtout pas à vous égarer dans la passion, alors que vous avez un compte à rendre concernant les obligations, le rôle qui nous est attribué pour le maintien de l'environnement. Regardez comme les ténèbres abritent d'innombrables populations ou communautés. Regardez comme ces communautés remplissent leur mission. Ce ne sont que des énergies, comme nous. D'ailleurs, tout est énergie. Pour le comprendre, il faut remonter à l'origine, lorsque tout n'était que énergie, et que par une influence due à un phénomène d'agitation thermique, et par ce changement de température, l'énergie est devenue matière. Elle s'est en quelque sorte solidifiée. Alors ensuite c'est à vous d'interpréter la préhistoire du Big Bang comme vous le souhaitez. Pour ma part, disons, vous êtes libre de votre choix et de votre décision. Nul ne portera le fardeau d'autrui, n'en doutez surtout pas. Mon but est seulement d'ébranler votre curiosité pour que vous-même vous puissiez faire des recherches à partir des idées que je cite dans chacune de mes vidéos. Et pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de s'intéresser de près à ce genre de sujet, c'est le moment d'en profiter. Surtout que pour développer ses capacités et réussir à faire des choses extraordinaires, voire surréalistes, il faut avoir une bonne connaissance sur la vie qui nous entoure. Et surtout avoir étudié chaque particule qui forme notre univers. Alors comme je le disais, chers compagnons, nous vivons dans une bulle spacieuse qui se délimite par sa température exceptionnelle et par sa sombritude ou gérer sa noirceur, ou non, plutôt son obscurité. Tout a été organisé pour que rien de ce qui s'y trouve n'en sorte. On nous a introduits ici pour une raison évidente, de même que l'abeille a un rôle à jouer pour la survie de notre monde, quoi, pour la Terre. Nous sommes tous d'origine extraterrestre. Puis on nous a déposés sur cette Terre, comme ça a été le cas avec l'eau. Voilà. De toute manière, je traiterai ça, ne vous inquiétez pas. Donc évidemment, si toutes ces communautés terriennes servent à la préservation de notre planète, mais si dans les premières périodes après la formation de la Terre, et si on ne trouvait aucune créature terrestre dans la Terre, évidemment, sachant que justement toutes ces créatures servent justement au maintien de l'environnement dans notre planète, si dans ces premières périodes il n'y avait aucune créature, comment la Terre s'était-elle entretenue toute seule? Il y a là un sujet de compréhension pour les chercheurs de vérité et les doués d'intelligence. Répondez-y dans l'espace commentaire, chers amis. Alors mes chers amis, la vie, l'essence qui maintient notre existence, ce tout est un cadeau de la nature. L'univers et ses cieux, cette beauté qui nous émerveille chaque jour dans notre quotidien.
Mes chers amis, la science admet que l'univers a été influencé par une nature mathématique. Je vais vous parler d'une suite de nombres qui fait souvent fascination chez les mathématiciens et les scientifiques et qu'on nomme la suite de Fibonacci. Ça consiste à élaborer une succession de chiffres et de calculs en commençant par les chiffres 1, donc par le calcul de 1 plus 1 est égal, on obtient évidemment 2. Puis pour continuer avec cette méthode, il nous suffit de prendre le résultat, donc 2, et de le calculer à son tour avec le second chiffre du calcul précédent. Par exemple, 1 plus 2 est égal 3, et ainsi de suite. Plus 3 est égal 5. Les chercheurs en ont conclu que cette succession, ou plutôt ces nombres, apparaissaient souvent dans le monde. Et pour authentifier leur thèse, ils se sont ils se sont tournés vers la nature et l'ensemble qui la forme, les pétales de fleurs, plus particulièrement des pâquerettes. Aujourd'hui, on appelle ça la suite de Fibonacci, mais en réalité, ce combiné avait déjà été imaginé auparavant, avant l'époque mésopotamienne, d'où le symbole de la pomme de pin dans certaines fresques. D'ailleurs, la civilisation égyptienne avait elle aussi connaissance, vous pouvez aller voir de toute manière, et il est dans mon devoir, en fait, si vous voulez, de rendre par reconnaissance ce qui appartient au propriétaire, comme il est dit de rendre à César ce qui lui appartient. Mais nous en reviendrons la prochaine fois. Donc, comme je disais, la pomme de pin est souvent représentée comme source d'exemple. En effet, on peut y voir les spirales formées par les écailles, et dont on retrouve le nombre de Fibonacci. En revanche, dans le sens inverse, on obtient un nombre de Fibonacci qui est contiguë. Donc les uns des autres, évidemment, donc proches. Là où je veux en venir, c'est que les mathématiques se trouvent tout autour de nous et que le hasard ne peut pas être aussi précis dans ses calculs. Par exemple, dans les grains de tournesol, on trouve deux séries de spirales. En les comptant dans leur sens directionnel, on obtient une fois de plus ces nombres Fibonacci. Incroyable, n'est-ce pas? Mais ce qui est passionnant, c'est quand on analyse de près le schéma que prennent les graines de tournesol, ou encore son chemin inverse, on a l'impression que ces graines prennent un chemin expansif. Mais on pourrait aussi bien y faire un rapprochement avec le soleil et tout ce concentré qu'on retrouve au cœur, et aussi ainsi que ces pétales semblables aux rayons de soleil. Donc il faut prendre en compte, les amis, que les mathématiques expliquent parfaitement bien l'univers. Cette suite de chiffres, on la retrouve dans les constellations aussi. Souvenez-vous, les amis, lorsque je vous ai parlé de la puce électronique, de sa complexité et du fait qu'elle a été fabriquée et avant tout imaginée. Sa constitution est faite de calculs, de mathématiques, comme dans un jeu vidéo. Tout part d'un point vers un autre. Ce procédé est dû à une succession de chiffres et de calculs qu'on a programmés et insérés dans un logiciel. Le commencement et le début de la partie. Même chose pour la puce électronique et les données qui lui sont intégrées. D'ailleurs, on nomme ça circuit intégré. Alors je sais plus si on avait évoqué puce électronique ou interrupteur. Je sais plus, enfin bref. Donc c'est pour vous dire que pour donner vie, ou plutôt en reprenant l'exemple du jeu vidéo, pour donner vie aux images, le programmeur va y introduire, si vous voulez, des données mathématiques dans un logiciel. Ensuite, pour que ces données forment une image, il faut une plateforme donc informatique munie de cartes graphiques, donc tout un tas d'ensemble de techniques pour émettre et recevoir des séquences audiovisuelles. Dans ce jeu dont les images prennent vie, c'est le programmeur qui introduit, si vous voulez, les lois de la physique. Les mathématiques sont comparables à ce qu'on ne voit pas, et pourtant nous savons qu'elles sont là. En revanche, nous percevons la matière, et entre nous avons la physique. Toute cette multitude de planètes, d'étoiles et autres formant une structure mathématique avec le rôle de maintenir la vie. C'est un miracle qui s'explique de différentes manières. Prenons en compte que l'univers a un nombre de propriétés fixes de manière à y maintenir de la vie. Pourtant, on a tendance à oublier que le tout aurait pu être différent. Nous avons de la chance que la gravité permette de rassembler de la matière pour en faire des planètes et autres, ainsi que toutes sortes d'organismes complexes. On trouve de la force nucléaire, assez pour maintenir les protons et neutrons ensemble dans le noyau et en faire des atomes. Et aussi, n'oublions pas qu'il y a une énergie magnétique qui agit en bon raisonnement et permet de combiner les matériaux, l'énergie et même ce que l'on ne voit pas. L'univers est manipulé par une énergie qui travaille sans cesse parce qu'on l'a programmé ainsi avec un calcul opéré à partir de chiffres se définissant par les lois et des constantes physiques. Le tout sur une bonne fréquence, évidemment.
Alors rappelez-vous, chers amis, lorsque j'avais évoqué dans la partie 2, hein, qu'en réalité, tout n'était que énergie. Et avant la manifestation de cette énergie, il n'y avait rien. Ce rien n'est pas comparable au vide ou à l'espace, hein. D'ailleurs, nous ne pouvons l'imaginer. Puis par la volonté, un champ gravitationnel est né, avec à l'intérieur une énergie qui s'est solidifiée par ce changement de degré thermique. Donc l'énergie s'est rassemblée dans un point minutieux, puis par une réaction thermique, cela a abouti à une répulsion de cette énergie transformée en matière. Pour qu'il y ait cette force gravitationnelle, dans ce qu'on appelle espace, les objets doivent être en orbite et préserver assez de vitesse. Mais en réalité, il y a aussi autre chose. Et ce autre chose se trouve à l'extérieur de l'espace, et comme je le disais, c'est ce autre chose qui est à la base de la fameuse réaction thermique dans l'espace. Et a aussi pour rôle, hein, si vous voulez, de maintenir la matière dans l'espace. Ce que je veux vous dire, vous faire comprendre, c'est qu'il y a 3 facteurs à prendre en compte dans le mécanisme gravitationnel. Les objets doivent tourner sur eux-mêmes pour créer une force centrifuge. Ensuite, tout ce qui se trouve, si vous voulez, à proximité, sera entraîné par ce mouvement aboutissant à une force gravitationnelle. Or, comme je l'ai souvent répété, les mouvements de tous ces corps des galaxies, de l'univers, définissent le temps. Et si dans l'espace primitif, l'énergie et la matière ont pu être rassemblées dans un point se situant dans un vide, par exemple, ça nous amène à croire qu'il y a un autre phénomène, si vous voulez, qui agit gravitationnellement et qui n'est pas soumis au temps, c'est-à-dire qui se trouve en dehors de notre univers et même en dehors de l'espace, confirmant que l'espace a des limites, et qu'à l'extérieur, il y a tout un combiné ou mécanisme qui sert aussi de centrifuge, hein. J'ai évoqué là 2 facteurs essentiels pour l'effet gravitationnel. Il en manque donc un, et celui-ci est assez spécial. Je le réserve jusqu'au jour où j'aurai l'occasion d'en parler librement. Donc, chers amis, l'univers, le Big Bang, est créé à partir d'un calcul afin que la magnitude soit correcte. De nos jours, la température dans l'espace est de 3 degrés, donc 270 degrés Celsius. La logique fait que l'univers se refroidit, mais il fut un temps où le degré de chaleur était très élevé, au point qu'on n'imagine même pas. En revanche, on pense que l'univers a traversé 3 périodes saisonnières, si je peux me permettre, avec chacune une période où la température était différente de ces autres périodes, hein. Alors, chers amis, connaissez-vous ou avez-vous déjà entendu parler des chiffres premiers? On dit que ces nombres sont en mathématiques ce que les atomes sont en chimie. Un nombre premier est un nombre qui n'a d'autre diviseur positif que le chiffre dont il est question et lui-même. Ces nombres premiers sont par conséquent tous impairs. Par exemple, 17 est aussi un nombre premier, puisqu'il a aussi pour diviseur 1 et 17. Pour en dire davantage, en fait, le diviseur est ce qui permet, par calcul de division, d'avoir un résultat de nombre entier, si vous voulez, sans aucune virgule, hein. La méthode la plus simple pour avoir recours au nombre premier, c'est d'utiliser le multiplicateur. Par exemple, 17 fois 1 est égal à 17. Pour avoir la confirmation, hein, bien sûr, que c'est bien un nombre premier. Donc voilà, c'est juste une méthode pour être certain qu'on a bien comme résultat un nombre premier. Donc un nombre premier ne contient que 2 résultats au nombre entier, par le biais du diviseur. Comme je l'ai dit, 17 ne contient que 2 résultats entiers. Il suffit de vous aider de la table de division de 17. Hein. Seul 17 divisé par 1 est égal à 17, et 17 divisé par 17 est égal à 1. À part ça, tous les autres résultats sont accompagnés de virgule. Si vous prenez 15 par exemple, dans la table de division de 15, malgré que 15 soit un nombre impair, on peut trouver des résultats au nombre entier. Par exemple, 15 divisé par 1 est égal à 15, 15 divisé par 3 est égal à 5. Donc 15 divisé par 5 est égal à 3, 15 divisé par 15, excusez-moi, est égal à 1. Et ainsi de suite. Ce n'est donc pas un nombre premier, car pour que ce soit le cas, en fait, si vous voulez, il aurait fallu y trouver que 2 résultats au nombre entier. Donc 15 divisé par 1 et 15 divisé par 15 par lui-même. Or que là, nous avons bien plus de résultats. Je voulais absolument vous en parler, bien que ce sont des calculs qu'on étudie au collège, hein. Il se peut que certains d'entre vous ne soient pas au courant. Une petite révision ne fait pas de mal, hein, surtout qu'à l'avenir, j'ai ce besoin que vous ayez déjà connaissance de ces nombres premiers pour poursuivre notre voyage. On s'en servira dans le thème approprié, donc univers, il me semble. Et puis, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de découvrir ce genre de calcul, c'est tout bénéfique. Voilà. Vous pouvez appeler ça atome numérique, si vous voulez.
Alors, chers amis, j'avais l'intention de réserver cette vidéo à toutes sortes de calculs pour authentifier mes propos, mais malheureusement, il s'avère que ce n'est pas le thème. Cependant, dans ma rubrique, j'y ai évoqué le thème univers. Je le réserve donc pour ce thème. Alors, revenons à la vie, chers compatriotes, car sinon nous allons perdre un temps précieux tout en faisant du hors-sujet, quoi. Donc, chers amis, sachez que le pourcentage de chances pour qu'il y ait de la vie dans un univers est nul. Mais si on s'exprimait en langage mathématique, cette probabilité serait de 1 sur multiples de milliards, quoi. Donc, selon les recherches, la vie est apparue sur Terre il y a environ 500 millions d'années, après la formation de la planète. D'ailleurs, la probabilité pour que la rotation de la Terre puisse assurer une distribution généralisée des rayons du Soleil sur notre planète, pour ainsi maintenir la vie, est de 0,5%. Sachant qu'elle détient, si vous voulez, une masse capable de maintenir une atmosphère riche en oxygène, mais pas en hydrogène, si vous voulez. Elle est riche en métaux pour former les molécules de vie. La fonctionnalité, si vous voulez, de la Terre est-elle une cellule complexe, programmée pour le maintien de l'environnement planétaire. Par exemple, les plantes, connaissez-vous ce qu'est la photosynthèse ? Alors la photosynthèse est un processus qui consiste à convertir, si vous voulez, l'énergie lumineuse en énergie chimique. C'est un procédé qui amène à croire que les plantes sont intelligentes, voire bien plus qu'un simple être humain. Donc dans la photosynthèse, les plantes se servent des rayons de soleil, du gaz cosmique, de l'eau et des éléments minéraux pour produire de l'oxygène et des aliments. Ce qui est impossible pour une cellule d'inventer un tel stratagème. Tout porte à croire que la vie a été créée après la formation de l'univers, de la galaxie, de la Terre, etc. Et qu'à l'origine, en prenant exemple, si vous voulez, d'une console de jeu, je dirais qu'on a créé une carte graphique et que par la suite, on y a créé des êtres pour les introduire. Le hasard n'existe pas. Et puis ça reviendrait à croire que les êtres vivants, comme les dinosaures, pourraient renaître de nouveau, dû à un phénomène surnaturel qui émane justement du hasard, mais aussi que l'être humain ne pourrait pas disparaître, puisque le même processus pourrait recommencer par hasard. On pourrait aller loin comme ça, en prétendant qu'une autre race humanoïde pourrait voir le jour, étant donné que le hasard fait bien les choses et qu'après la formation de la Terre, la vie a émergé. Voyez-vous, chers compatriotes, si on considère que le hasard fait bien les choses, alors attendez-vous à ce que les animaux envahissent la Terre en la colonisant et en instaurant, si vous voulez, un régime politique mondial, pourquoi pas, puisque le hasard pourrait les permettre d'être aussi intelligents que l'homme. Donc vous êtes libre de croire ce que vous voulez, chers amis. La méthode scientifique se définit comme ceci. Donc il est dit, pour admettre un fait scientifique, que la vie soit apparue par hasard, encore faut-il que cela soit établi selon la méthode scientifique, que l'on définit ainsi. Observez ce qui se produit sur la base de vos observations, formulez une théorie qui pourrait être exacte, mettez-la à l'épreuve par d'autres observations et par des expériences, voyez si les prédictions découlant de votre théorie se réalisent. Parole de scientifique. Donc voilà. Voilà, nous avons terminé avec ce premier thème, chers amis. Avant de vous quitter, j'ai une question à vous poser. Pensez-vous que la mort existe ? Ou pensez-vous que la mort n'existe pas ? Répondez dans l'espace commentaire, ça me ferait super plaisir. Alors mes chers amis, on se donne rendez-vous pour le thème prochain. Donc ce sera le thème le monde. Sur ce mes amis, portez-vous bien. Peace and love. Tu passes tout ton temps à chercher les garçons. Fais attention, change les côtés, change les côtés, change les côtés, change les côtés.